Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Nouvel horaire, nouvelle formule sur les antennes d'Azur TV. Une première demi-heure consacrée à l'actualité, une deuxième à la proximité, au service, à la culture et au sport. Au sommaire, ce soir, le week-end sous tension de la Côte d'Azur, des émeutes qui ont éclaté à Fréjus et Saint-Raphaël. Cette nuit, c'était à Cannes, un commissariat de police municipale a été embrasé. Reportage dès le début de cette édition. L'invité de cette partie actu, Jean-Pierre Galvez, il est président de la Chambre de métier et de l'artisanat en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous évoquerons bien sûr la reprise et cette année que nous avons passée sous le signe de la crise sanitaire. Enfin, deuxième demi-heure donc axée sur la proximité, le service et la culture. Bientôt la reprise. Nous irons dans les casinos. Vous verrez que le monde de la nuit se mobilise également. Et puis Charles Berling, comédien et directeur du Théâtre Liberté de Toulon, sera notre invité. Mais pour débuter donc ce grand direct, retour sur un week-end sous haute tension sur la Côte d'Azur. Plusieurs émeutes ont éclaté dans des quartiers de Fréjus et Saint-Raphaël, ainsi qu'à Cannes, des voitures brûlées et un commissariat de police municipale qui a pris feu. Les faits vous sont détaillés et racontés par Alexis Ricard. Week-end de tension dans certains quartiers de la Côte d'Azur. Dernier événement en date, la nuit dernière à Cannes, la frayère a été le théâtre de feux de poubelle, mais surtout d'un départ d'incendie dans ce poste de police municipale. C'était vers minuit, plusieurs groupes d'individus, une quarantaine au total, mais qui se dispersent, qui sont très mobiles. Une quarantaine de personnes, donc d'individus, ont mis le feu à des containers, d'abord sur les buissons ardents. Et les individus ont également jeté une poubelle enflammée contre le poste de police municipal, ce qui prouve que ça les dérange. Dans le quartier de la Frayère, les habitants sont exaspérés. Ils ne souhaitent pas témoigner à visage découvert par peur des représailles. Certains riverains ne sont pas surpris par la montée de violence récurrente ces dernières semaines. Qui brûlent les poubelles, on ne sait pas pourquoi, nous on leur a rien fait et ils s'en prennent à nous en fait. Et on n'est pas en sécurité. Faudrait donner plus de liberté aux flics pour qu'ils puissent arrêter tout ça, quoi. Parce qu'on en a marre. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait un moment que ça traîne. Oui. Mais je peux vous dire qu'on n'a pas tout vu encore. On va voir des choses qui vont nous surprendre. Ces violences seraient liées à la lutte contre le trafic de drogue que la police mène dans ce quartier. C'est ce même motif qui aurait provoqué la nuit d'émeute samedi soir à Fréjus-Saint-Raphaël. 3 voitures incendiées, une dizaine de vitrines brisées à proximité du quartier de la Gabelle et 4 policiers blessés. Le maire de Fréjus demande des renforts de police permanents dans la ville. Aujourd'hui, nous avons 60 CRS qui sont présents à nos côtés et je m'en réjouis. Le ministre de l'Intérieur a enfin réagi, c'est bien. Et simplement, la dernière fois que des renforts sont venus, ils sont venus 48 heures. Donc j'espère que ce sera des renforts sur le moyen terme parce que nous devons mettre un terme et rétablir l'ordre républicain sur ce territoire. Que ce soit à Cannes ou à Fréjus, des enquêtes sont diligentées, mais pour le moment, aucune interpellation n'a été réalisée. Et l'enquête avance sur la mort d'Éric Masson, ce policier tué en intervention alors qu'il tentait d'interpeller des dealers. 4 suspects ont été arrêtés à leur tour, dont le tireur présumé. C'est une information de BFM TV révélée cette nuit. Ils ont été interpellés dans un péage près d'Avignon. Ils tentaient de fuir vers l'Espagne. Des suspects de 19 et 20 ans notamment, donc suspectés d'être complices et auteurs des tirs, qui étaient connus des services de police. Ils avaient de l'argent sur eux, 3 000 € probablement, pour financer leur cavale. Dans l'actualité de ce lundi, les mobilisations de lycéens qui se poursuivent, même si elles ont un petit peu de mal à prendre dans notre région. Ils étaient quand même quelques dizaines aujourd'hui à Marseille à manifester sur le Vieux-Port. Des lycéens qui demandent l'annulation pure et simple des épreuves du baccalauréat. Yantel Criado. Annuler les épreuves du baccalauréat et le valider entièrement par le contrôle continu, c'est ce que demandent ces lycéens. Pour protester contre les examens en présentiel, ils étaient quelques dizaines à manifester ce lundi matin à Marseille. En fait, la situation aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a été en discontinu à l'école, c'est-à-dire une semaine sur 2. Donc en fait, on a fait 50% de cours cette année et on n'a pas fait tous les programmes. Et du coup, la grande inquiétude de la plupart des lycéens et lycéennes,
c'est qu'on tombe sur un sujet qu'on n'a pas fait au cours de l'année. Et c'est une réelle inquiétude qui est légitime pour tout le monde en fait. Et c'est pour ça que nous, on réclame le contrôle continu, qui est une mesure inégalitaire aussi, il faut le dire. On s'est battu en 2018 contre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, entre une épreuve où on risque de ne pas avoir un sujet qu'on a fait et le contrôle continu, qui est une note qui correspond au sujet qu'on a travaillé tout au long de l'année, c'est vite vu pour nous, c'est le contrôle continu. L'année dernière, on a eu 2 mois de confinement et ils ont eu le bac en contrôle continu complet. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on est en semi-distanciel et on continue avec notre bac en présentiel, donc non. Pourtant, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé la semaine dernière de nouveaux allègements pour les ultimes épreuves du bac. Pour la philosophie, par exemple, c'est la meilleure des 2 notes entre l'épreuve terminale et celle du contrôle continu qui sera retenue. Pour rappel, le taux de réussite du baccalauréat l'an passé en contrôle continu était de 95% et 98% pour le seul bac général. Sur le front de l'épidémie de Covid-19, la situation s'améliore considérablement dans notre pays, mais également dans notre région. Le taux d'incidence, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône a reculé à 231 avec une tension hospitalière qui est passée en dessous des 100%. C'était le département qui présentait les plus mauvais chiffres. Il reste quand même quelques points d'inquiétude, notamment dans le Var, avec une tension hospitalière à 113%. La vaccination qui va s'accélérer, puisque dès aujourd'hui, les plus de 50 ans sont invités à venir recevoir leurs injections. Et puis, les plus de 18 ans pourront eux aussi officiellement bénéficier de la vaccination à partir de mercredi, lorsqu'il y aura des doses en trop. Reportage à Toulon de Thomas Bernabé. La vaccination s'ouvre à plus de monde. Elle est depuis aujourd'hui accessible aux plus de 50 ans et sera élargie aux plus de 18 dès ce mercredi 12 mai si des doses venaient à être disponibles. Au gymnase du Port-Marchand de Toulon, ces nouvelles consignes ont d'ailleurs causé quelques incompréhensions ce week-end. On a eu beaucoup de monde, surtout de personnes très jeunes, 18, 20, 25 ans, qui souhaitaient prendre rendez-vous très rapidement pour une injection. Nous avons donné des rendez-vous à partir du 15 juin, conformément aux consignes gouvernementales, mais nous n'avons pas donné de rendez-vous pour ces personnes rapidement. En tout, ce sont une quarantaine de jeunes qui ont pu déjà réserver leur créneau pour le 15 juin. Les plus de 18 ans sont éligibles à la vaccination si et seulement si des doses ne sont pas distribuées. Ils doivent ainsi se rendre sur Doctolib après 16 h afin d'en avoir la confirmation. De son côté, le gymnase du Port-Marchand n'a pas attendu d'avoir à gaspiller des doses pour vacciner le public non prioritaire. On a énormément de monde qui se présente spontanément sur le centre pour les dernières doses du soir, dès le matin 9 h. Donc ce que l'on fait, c'est que on prend une liste de 6 personnes uniquement, puisqu'on ne dépasse pas les 6, de manière à ce que ces personnes se présentent le soir à compter de 16 h 30 pour essayer de bénéficier des doses restantes. L'arrivée prochaine du pass sanitaire pour les événements de plus de 1000 personnes incite forcément la jeunesse à se faire vacciner. Avec l'élargissement de la campagne de vaccination, le gymnase du Port-Marchand ainsi que le Zénith Oméga s'attendent à ouvrir week-end et jours fériés pour faire face à la demande. Dans le Var, toujours, nous allons découvrir ce lieu d'accueil à destination des femmes victimes de violences. C'est une association qui gère le site pour une prise en charge la plus globale possible. Reportage à hier de Marion Colangelo. Un accompagnement à 100% pour les femmes victimes de violences conjugales. Voilà la vocation de ce primo-accueil installé depuis peu 6 rue des Remparts à Hyères. Ici, l'association En Chemin accueille les victimes, leur apporte un soutien psychologique et administratif, mais pas seulement. Elles vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement en matière de logement, elles vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement en matière de mobilité si besoin, elles pourront donc passer leur permis de conduire à l'association En Chemin. Elles vont pouvoir bénéficier, le cas échéant, d'un emploi dans le cadre des chantiers d'insertion, et puis elles vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement via nos partenaires, le CIDFF, sur l'ouverture des droits, l'accompagnement juridique en matière de séparation. Elles vont pouvoir bénéficier via l'association Havre d'un accompagnement psychologique au long cours et via l'association Aviv, elles vont pouvoir bénéficier de l'accompagnement juridique. Une première dans le département, une volonté de la préfecture de simplifier le schéma pour ces femmes dont le parcours est bien souvent semé d'embûches. On s'est rendu compte en fait, dans le cadre de toutes les réunions qu'on fait, réunions techniques aussi avec tous les partenaires, que quand on est une femme victime de violence conjugale, on a quand même un parcours qui n'est pas évident, puisque vous n'avez pas trouvé le juriste, le travailleur social, le psychologue dans le même endroit. Vous n'allez pas trouver les solutions qui vont vous permettre de gérer, par exemple, de l'hébergement d'urgence au même endroit.
Un partenariat est également en place avec le commissariat et la police municipale de la commune, de façon à ce que la prise en charge soit efficace dès le premier appel à l'aide auprès des autorités. Quand ces fonctionnaires de police sont confrontés à une situation, ils n'hésitent pas à réorienter immédiatement les personnes et à leur proposer, et ça c'est important, y compris le week-end, des logements dont les fonctionnaires de police disposent des clés. Un dispositif qui couvre déjà tout le secteur est de Toulon et certaines communes voisines et qui tend à être élargi à d'autres secteurs du département à l'avenir. Une page que nous allons consacrer maintenant à la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Chaque année, le 10 mai, la France se souvient. Une cérémonie s'est tenue aujourd'hui à Marseille devant l'Arbre de l'Espérance dans le 6e arrondissement. Manon Mjika était sur place. Ils ont bravé les torrents de pluie pour assister aux commémorations. En cette journée nationale d'abolition de l'esclavage, une cérémonie s'est tenue devant l'Arbre de l'Espérance à Marseille. Cérémonie en présence, et c'est une première du maire de la ville et bien sûr d'associations qui entretiennent la mémoire. Un esclave, malheureusement, c'était un captif tout d'abord, arraché à sa famille, ensuite traversé, ensuite vendu. Donc il était un bien qu'on pouvait vendre, acheter, céder, supplicier, faire disparaître. Cette année, les commémorations ont une portée particulière. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 10 mai 2001, était promulguée la loi Taubira, un texte mémorial majeur qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Cette loi permet de rappeler la République à son ambition d'égalité et d'émancipation qui est toujours d'actualité sur notre sol. Cette loi rappelle aussi la France à sa vocation, car l'esclavage doit être combattu en tout lieu. La persistance de réseaux de traite des êtres humains au-delà de nos frontières ne peut être tolérée. Le 23 avril prochain, un hommage, cette fois-ci aux victimes de l'esclavage, se tiendra devant le parvis de la mairie à 18h. Voilà, l'esclavage qui a été aboli en France en 1848 est une notion sur laquelle ont réfléchi les écoliers niçois. En ce 10 mai, une séquence était organisée par le rectorat en présence de l'ancien champion du monde d'athlétisme Stéphane Diagana, très investi sur les questions d'égalité. Reportage à l'école Ronchaise de Nice, signé Marie Justo. En ce 10 mai, ces élèves de CM2 célèbrent la journée de mémoire de l'abolition de l'esclavage. Pour l'occasion, la classe participe à un atelier de réflexion sur le sujet et plus généralement autour du respect de l'autre. Les esclaves, ils sont traités d'une autre façon, un autre type de façon. Le propriétaire de l'esclave, il avait le droit de le vendre puisque c'était considéré comme un objet. Invité de marque, l'ancien champion du monde d'athlétisme Stéphane Diagana, parrain de l'association Peace and Sport, il porte lui aussi des valeurs d'égalité et de respect qu'il souhaitait partager avec les élèves. Quand on regarde 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, un siècle en arrière, les choses vont dans le bon sens. On trouve toujours que ça va trop lentement, qu'il y a des courants qui freinent un petit peu sur cette trajectoire-là. Mais globalement, non, on a une jeunesse qui est beaucoup plus tolérante et on le voit sur toutes les diversités, toutes les formes de diversité. Ce qui posait problème ne pose plus aujourd'hui et ce qui était tu ne l'est plus aujourd'hui. Donc on parle plus facilement de certains sujets et je le vois avec des jeunes qui sont en primaire, mais je le vois avec des collégiens quand j'ai l'occasion de discuter avec des lycéens. Donc les choses vont dans le bon sens. Cette journée est l'occasion pour les élèves de travailler sur l'histoire de l'esclavage et de son abolition en France, un temps de mémoire qui permet d'enrichir l'enseignement dispensé à l'école. Un certain nombre de valeurs qui structurent notre société et l'école sert aussi précisément à ça, à la fois à se pencher sur les temps anciens et sur des moments qui ont été extrêmement douloureux, organisés en système, l'esclavagisme, et de tirer le meilleur et les meilleures leçons qu'il soit justement de ces temps terribles pour se projeter de façon positive vers le futur. Il n'aurait pas dû partir, il n'aurait pas dû partir, crois-moi, on a tous dit assez dommage, mais il n'a pas eu le choix. Depuis 2006, à la demande du président Jacques Chirac, le 10 mai est la journée de commémoration nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition.
Il est 18h15, l'heure d'accueillir le premier invité de ce grand direct. Il est président de la Chambre de métier et de l'artisanat en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir Jean-Pierre Galvez. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de ce grand direct nouvelle formule. On est à une semaine d'un certain retour à la vie, le 19 mai prochain, avec des boutiques, 10 jours très exactement, des boutiques qui vont pouvoir rouvrir. Est-ce que aujourd'hui tout est clair dans l'esprit des artisans, des petits commerçants? Est-ce que tous vont pouvoir rouvrir? Alors tous, je ne sais pas, tout dépendra concernant les jauges de la rentabilité de certaines entreprises. Donc je ne peux pas me prononcer. Ce que je sais, c'est qu'il y a un soulagement de la part de ces chefs d'entreprise qui fait suite à, je dirais, de l'incertitude, à de l'inquiétude de la part de ces mêmes chefs d'entreprise avec des tensions nerveuses, des tensions physiques. Il était temps qu'il y ait ce déconfinement qui se produise. La dernière enquête laissait entendre que plus de 80% des chefs d'entreprise annonçaient une baisse de chiffre d'affaires. Et quand on affine ces résultats, on voit que pour 44% de ces chefs d'entreprise, c'est une baisse qui s'annonce qui est de l'ordre de moins 50%. Pour 33%, entre moins 20 et moins 40% les estimations que nous avons. Donc il était important et il est important qu'il y ait ce déconfinement. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, ils ressentent avec un grand plaisir cette visibilité qui s'annonce pour eux, qui est un horizon qui s'éclaircit, avec enfin la possibilité de pouvoir piloter leur activité. Ils vont faire ça avec l'enthousiasme qui les caractérise. Ces petites entreprises n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir continuer à exercer leur activité. Alors il y a bien sûr des professions emblématiques dont on attend la réouverture. Je pense aux cafetiers, restaurateurs qui sont aussi des artisans. Eux ont beaucoup souffert. Ils vont pouvoir rouvrir leur terrasse dans 10 jours. Oui. Ils vont pouvoir ouvrir leur terrasse, bien sûr, avec des jauges particulières qui leur correspondent. Je me mets à leur place parce qu'ils ont vécu une période extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Tout du reste, comme nos collègues dans l'hôtellerie, qui depuis des mois, aujourd'hui, sont dans une situation très, très compliquée. Et j'espère que les choses vont revenir à la normale très, très vite. Vous savez, ce dont on a besoin au niveau de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir redémarrer nos activités le plus rapidement possible. Alors c'est tout le mal qu'on vous souhaite évidemment. Quel bilan vous tirez de cette année de crise sanitaire? Est-ce qu'il y a eu du dégât? Eh bien, on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on assiste à une vague submersive concernant les dégâts que l'on pourrait imaginer compte tenu des difficultés d'exercice de notre activité et puis des difficultés financières des uns et des autres. Alors on peut se dire que, vous savez, ce qui est important pour nous, c'est de bien connaître notre secteur. On fait des enquêtes régulières. Les dernières enquêtes laissent apparaître que, contrairement à toute attente, nous avons un solde d'entreprises extrêmement positif, c'est-à-dire nous avons plus 8%, c'est-à-dire que le solde entre les radiations et les créations est au bénéfice des créations. Nous avons plus 8%. C'est une bonne nouvelle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne cache pas derrière un phénomène qui pourrait être plus inquiétant. On peut considérer que les radiations des entreprises, on peut considérer que l'aide persistante aux chefs d'entreprise fait que peut-être au niveau des radiations, ce n'est pas tout à fait les chiffres que nous devrions avoir. Mais pour autant, on a une pente qui est à la hausse depuis environ 5 ans. Depuis environ 5 ans, nous avons plus 36% d'entreprises sur notre territoire. Ce qui laisse entendre que c'est un territoire qui a un écosystème pour l'artisanat et pour les petites entreprises qui tend justement à favoriser l'éclosion de personnes qui veulent se lancer. Il y a une question très importante dont nous parlent tous les artisans qui passent dans cette émission, c'est le maintien des aides une fois que l'activité aura repris même à 100%. J'imagine que là-dessus vous êtes très à cheval aussi, parce que c'est ça qui va éviter à beaucoup de faire faillite.
Bien évidemment que nous sommes dans l'accompagnement quotidien de ces chefs d'entreprise. On est dans le sur-mesure, c'est-à-dire que chaque problématique est identifiée, chaque problématique est accompagnée. Il y a forcément ces aides qui doivent être maintenues pendant une certaine période. Il y a des charges qui peuvent peut-être être effacées pour permettre aux chefs d'entreprise de redémarrer dans de bonnes conditions. Il y a un certain nombre de process qui doivent être discutés entre, je dirais, au niveau de l'État, et je sais que c'est en train d'être discuté, d'être réfléchi, pour que ces chefs d'entreprise qui ont tant souffert puissent redémarrer dans de bonnes conditions. Parce que ce qu'il faudrait aujourd'hui, ce qu'il ne faudrait pas plutôt, c'est qu'ils se sentent écrasés par un mur de dette ou écrasés par, je dirais, des charges qui viendraient impacter leur activité. Admettons qu'à l'été, on simule, l'activité reprenne à 100%, qu'il n'y ait plus de jauge et que la crise soit derrière nous. Vous estimez à combien de temps le temps nécessaire pour que la béquille de l'État se poursuive? 1 an? 2 ans? Au moins 1 an. Alors, pour moi, c'est au minimum 1 an. Si c'est 2 ans, c'est encore mieux. À partir du moment où on a acté la fin de la crise. Je pense que la véritable reprise ne se fera pas là. Elle se fera pas là. On va déconfiner, bien sûr, mais le temps que tout cela se mette en place, on arrive à pratiquement la fin de l'année. On arrive à la rentrée et puis à la fin de l'année, tout va redémarrer. En souhaitant, bien évidemment, qu'on ne soit pas dans une reprise de l'épidémie et que cela occasionne des problématiques. Mais 1 an minimum, 2 ans, ce serait l'idéal pour permettre et donner un ballon d'oxygène à ces chefs d'entreprise pour bien redémarrer leur activité. Les plus de 250 centres de formation et d'apprentissage, si je ne dis pas de bêtises, au niveau régional, forment 100 000 apprentis par an, une année normale. Est-ce qu'ils n'ont pas décroché? Est-ce que vous avez pu continuer à les accompagner? Vous parlez des apprentis, oui. Non, mais bien sûr, on a une continuité absolument. On forme 6 000 apprentis par an dans nos 7 campus ici sur notre territoire. Et vous avez raison de souligner, les 136 centres de formation forment plus de 100 000 apprentis par an. Nous sommes, je dirais le premier formateur pratiquement. C'est vraiment important. Vous avez pu maintenir, même dans des secteurs aussi touchés que l'hôtellerie, l'apprentissage. La crise a eu ça de bon, qu'elle a permis d'accélérer tous les process sur lesquels nous étions dans le cadre de la pédagogie en distanciel, etc. Alors, on ne peut pas faire que de la pédagogie, bien sûr, de la formation en distanciel, il faut aussi de la pratique, mais ça nous a donné des moyens avec des nouveaux outils qui sont arrivés et qui ont été mis à la disposition et des professeurs et des maîtres d'apprentissage et des apprentis, et qui permet aujourd'hui, et ces outils, bien évidemment, tendent à se développer, nous sommes en train de les développer le plus que nous pourrons, de façon à favoriser cet apprentissage en e-learning, ce qu'on appelle le e-learning, de façon à former plus et former mieux nos apprentis. Mais oui, on a continué à former nos apprentis. Et dans le cadre des CFA, les situations devraient rentrer dans l'ordre, je dirais dans un ordre normal, d'ici la fin du mois de mai. Alors, vous avez été forcément un président très sollicité. Quand vous avez été élu, vous attendiez peut-être pas à vivre une crise sanitaire. Comment ça se matérialise concrètement auprès des entreprises, l'aide de la Chambre de métiers et de l'artisanat? C'est une aide financière, logistique, un piston aussi, une courroie entre l'État et le terrain, un peu de tout ça, j'imagine? Vous l'avez dit, un peu de tout ça. Il est vrai que, vous voyez, par exemple, l'aide, récemment, il y a eu des catastrophes économiques, enfin des catastrophes, tout simplement des catastrophes terribles dans les vallées, etc. Ça s'est traduit, l'aide de la Chambre des métiers, par un accompagnement, bien évidemment, et un soutien aux entreprises, mais aussi par une aide financière que l'on a pu apporter à tous les chefs d'entreprise impactés. Parce que nous avons des fonds, dits fonds de solidarité, qui sont gérés par le réseau national, dédié spécifiquement à ce type de catastrophe naturelle. Mais bien sûr que le cœur je dirais, de notre action, la vocation de notre action à nous, élus, c'est celle d'accompagner les chefs d'entreprise au mieux, bien évidemment de les accompagner dans le cadre de l'obtention de toutes les aides possibles et inimaginables, mais de les accompagner au quotidien, de la création de l'entreprise jusqu'à la transmission de l'entreprise, en passant par tout le développement économique de ces entreprises, parce que nous avons des formations dédiées, parce que nous avons un tas de processus qui permettent aux chefs d'entreprise de se développer. Je vous donne un exemple. Peu de chefs d'entreprise savent
que nous avons des subventions mises en place par nos partenaires, le conseil régional par exemple, les conseils départementaux, les métropoles, qui permettent de subventionner dans le cadre de process qui intègrent le digital dans l'entreprise des sites internet marchands ou des sites internet vitrines. Peu de chefs d'entreprise savent que nous pouvons prendre en charge, dans le cadre toujours de ces mêmes dispositifs que nous développons au sein de notre compagnie consulaire, des plans de communication pour les entreprises avec des subventions qui peuvent aller jusqu'à 50% du montant total du devis mis en place par le chef d'entreprise. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Ce sont des subventions, ce ne sont pas des prêts. J'insiste bien là-desdessus. Oui, parce qu'il y a la question du prêt garanti par l'État, par exemple. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous avez des investissements et vous devez faire pour, je ne me souviens plus le chiffre exact, mais une 30 000 euros. Vous avez, si tout va bien, vous entrez dans le dispositif, vous pouvez avoir droit à 9 000 euros de subvention. Oui, donc ça, c'est de l'argent mais c'est que vous n'avez pas remboursé. C'est de l'argent mis en place par le conseil régional, etc. Et moi, je dis toujours aux partenaires, chaque euro que l'on met à la disposition du chef d'entreprise doit aller à ce chef d'entreprise. Et nous devons tout faire pour distribuer cela, ces chefs d'entreprise, pour les aider au quotidien. Et cela n'a rien à voir avec les aides, bien évidemment, que nous nous chargeons de faire, que nous nous chargeons de faire obtenir à tous ces chefs d'entreprise. Alors justement, la digitalisation, c'est un sujet important et on va terminer avec ça. Aujourd'hui, les artisans, les petits commerçants s'y sont mis à la digitalisation. Le click and collect a été l'une des bouées de sauvetage, même si ce n'était pas la panacée. Vous avez constaté un engouement et les demandes s'accroître ? Alors, il faut savoir que nous avions un retard, et nous avons toujours du retard considérable sur d'autres pays concernant la digitalisation des entreprises. Un grand plan a été mis en place par le Conseil régional que nous relayons sur le territoire des Alpes-Maritimes avec la possibilité, et c'est ce que vous disiez pour les chefs d'entreprise, de transformer de façon numérique leur entreprise et de s'offrir au monde. Oui, nous les accompagnons de A jusqu'à Z dans le cadre de ce que l'on appelle un diagnostic préalable à l'entreprise pour les amener vers des dispositifs qui sont les plus adaptés à l'entreprise. Mais c'est quelque chose de fondamental, la digitalisation de l'entreprise aujourd'hui, parce qu'elle permet le développement économique de l'entreprise. Et je pense que de plus en plus, les chefs d'entreprise ont parfaitement compris ça et vont vers ce terrain. Et nous sommes là, nous, Chambre de métier, pour les accompagner. Et puisqu'il nous reste 2 minutes pour la question subsidiaire, un mot de la vaccination. Est-ce que vous souhaitez qu'elle soit élargie au maximum des professions dont vous vous occupez ? On sait que ça s'ouvre à l'hôtellerie, à la restauration, mais le commerçant, l'artisan par essence, il est au contact du public. Elle s'ouvre là très largement à partir de mercredi, avec des doses qui pourraient revenir aux populations les plus jeunes. Mais est-ce que là aussi, vous pensez qu'il faudrait faire une campagne ciblée, clairement, sur les commerçants ? Je suis favorable. J'en suis en tous les cas. Je pense que pour moi, mais c'est vraiment personnel, je pense que la vaccination est une solution. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses à propos voilà, on se fait vacciner, on ne se fait pas vacciner, tu t'es fait vacciner, pas. Je vois bien, j'entends bien c'est ce débat. Voilà, je suis moi-même dans mon entreprise des fois et j'entends les consommateurs parler et entre collègues on parle. Mais je pense, oui, il faudrait qu'il y ait une campagne auprès de l'artisanat, du commerce de proximité, pour permettre justement à tous ces chefs d'entreprise d'aller vers cette vaccination. Et le pass sanitaire, vous pensez que c'est applicable dans notre région ? Vous savez, ça fait partie plutôt je dirais, du domaine des libertés. Enfin, quand vous parlez de pass sanitaire, vous parlez d'un pass sanitaire obligatoire pour certains commerces, oui. Certains commerces, etc. Moi, je dois dire que, vous savez, aujourd'hui, on parlait des protocoles tout à l'heure, les protocoles sont tellement mis en place par les chefs d'entreprise, c'est-à-dire c'est un tel engagement citoyen de la part de ces petits chefs d'entreprise qui, avec leurs moyens, ont mis en place toute une stratégie, ont déployé des trésors d'ingéniosité à mettre en place tous ces protocoles pour leur permettre, même si l'espace est petit, de faire en sorte que les gens soient préservés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le plus important pour un chef d'entreprise, c'est de créer cet écosystème qui permet l'activité. C'est-à-dire que
vous avez un consommateur qui se sent en sécurité chez vous, eh bien, il va venir et revenir. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre Galvez. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de métiers de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce grand direct nouvelle formule, premier du nom. Merci à vous. On va entamer la deuxième partie de ce grand direct, reportage et invité axé sur la proximité, le service. Et on va commencer dans un instant avec l'emploi. Tiens, Jean-Pierre Galvez, on va regarder ça ensemble. Très bien. L'emploi, parce qu'il est un secteur qui souffre depuis plus d'un an maintenant. Aucun jour de réouverture depuis mars 2020, celui des boîtes de nuit et des discothèques. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, était donc à Saint-Tropez ce week-end pour rencontrer les professionnels. Il souhaite interpeller d'ailleurs le Premier ministre à ce sujet, Claudia Olivier. Accompagner les professionnels du tourisme pour préparer la reprise. Voilà le sens de la visite du président de la région PACA, Renaud Muselier, à Saint-Tropez. Pour ce serveur en pleine préparation pour la réouverture du 19 mai, c'est important de se sentir soutenu. C'est très bien qu'il soit venu voir un peu notre région et surtout voir comment ça se passe dans le village de Saint-Tropez. En période estivale, Saint-Tropez est un lieu hautement touristique. La maire de la commune, Sylvie Siri, est confiante pour cette saison qui démarre. Je pense qu'on peut être confiant. La saison estivale, comme je l'ai dit, elle a été déjà assez bonne l'an passé avec la clientèle franco-française. Donc je crois qu'avec les vaccins, on va retourner à la vie. On a beaucoup de réservations, il y a beaucoup de monde. On est très confiant par rapport à ça. Mais dans la cité varoise, réputée pour ses fêtes endiablées, Renaud Muselier est surtout venu évoquer l'avenir des boîtes de nuit. Une aide de 7 700 000 € a été débloquée pour les 142 discothèques. Mais pour le président de l'UMI 83, Jean-Pierre Guiribelli, il faut que les discothèques ouvrent. Ils ont eu beaucoup de mal et puis rester fermés comme ça autant de mois, ça n'est pas possible. Ce monde de la nuit, il est sacrifié. Donc il ne faut pas qu'il soit sacrifié parce que c'est important pour nous. Il faut que la nuit revoie le jour. Passe sanitaire, ventilation, gestes barrières. Le président de la région Renaud Muselier souhaite mettre en place des protocoles simples pour permettre la réouverture des boîtes de nuit. Dans le clos, il y a la ventilation et dans la ventilation, il y a le niveau de CO2. On sait que ça, c'est dangereux. Donc il faut avoir des zones de ventilation quand on est à l'intérieur qui permettent d'avoir un taux de CO2 qui est très bas. Et il faut bloquer à l'entrée pour avoir le pass pour pouvoir rentrer. Déjà, si vous avez ça, vous diminuez considérablement le problème. Considérablement. Et ces protocoles-là sont des protocoles que l'on propose, qui sont des protocoles assez simples, mais il faut qu'ils soient validés. Et donc on pousse pour la validation de ces protocoles. Après avoir visité l'un des établissements les plus prestigieux de Saint-Tropez, Renaud Muselier a annoncé vouloir saisir le Premier ministre afin de trouver une solution rapide pour les professionnels de la nuit. Voilà, qui n'ont toujours pas de date, forcément. Eux vont pouvoir rouvrir une partie de leur activité, les casinos de jeux, alors pas les salles dans leur entièreté, mais les jeux électroniques et les machines à sous. Reportage à Cassis, signé Lucas Licata-Caruso. Voilà un exemple du protocole sanitaire établi, avec une séparation. Quand on n'a pas les 1 mètre, on impose le plexi. Le joueur, avant de passer à table, on lui imposera de se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Et idem pour les croupiers qui passeront à table et qui se succéderont au travers du même protocole. Préparez-vous, rien ne va plus. Après 6 mois de fermeture, les casinos vont eux aussi pouvoir rouvrir le 19 mai prochain. Comme ici à Cassis, il faudra y respecter un protocole sanitaire strict. Des désinfections des machines à sous systématiques, des machines à sous séparées de plus d'1 mètre de distanciation, idem au niveau de la salle des jeux traditionnelle, et puis le port du masque obligatoire bien entendu de l'entrée jusqu'à la sortie sans l'enlever, et des espaces de terrasse extérieure que nous pourrons également exploiter. Depuis le 15 octobre, les 17 tables de jeu et quelques 260 machines à sous sont inoccupées, une longue période d'inactivité qui n'a pas empêché l'établissement de rester au plus près de ses clients. On a essayé de garder le contact avec nos clients par le biais d'appels ou de communication sur les réseaux sociaux. Le casino, c'est un lieu où on crée du lien social. Et donc c'est vrai que ce soit les collaborateurs ou les clients, ils s'appelaient même mutuellement, sympathiquement, pour savoir quand est-ce qu'on allait ouvrir, quand est-ce qu'on allait reprendre. Et pour nous, c'était important de garder ce lien. Le 19 mai, la jauge d'accueil dans les casinos est fixée à 35%. Dans un premier temps, seules les machines à sous seront ouvertes au public avant d'assouplir progressivement le protocole sanitaire. Deuxième phase, on passera à 50%.
de jauge, avec cette fois-ci un couvre-feu jusqu'à 23 h. Et la troisième phase, à partir du 30 juin, où là on sera a priori assez proche de l'ouverture telle qu'on l'avait en temps normal. Avec la crise, le groupe Barrière a enregistré l'an passé une perte de 200 millions d'euros de son chiffre d'affaires. La future réouverture devrait faire respirer un secteur en souffrance qui mise sur un retour rapide de ses clients. Ouais, pour conclure sur cette page emploi et économie, un mot de ce programme diligenté par la ville de Marseille qui a présenté justement, on en parlait avec Jean-Pierre Galvez tout à l'heure, un dispositif lié à l'apprentissage en partenariat avec la mission locale. Vous l'aurez compris, l'objectif c'est bien sûr d'aider les jeunes à s'insérer dans la vie professionnelle. Reportage à Marseille donc de Valentin Rodriguez. Est-ce que vous êtes inscrite à la mission locale? Oui. Allez. Merci. Du 10 au 12 mai prochain, la ville de Marseille organise en partenariat avec la mission locale un job dating pour une présélection des candidats dans le cadre du dispositif Apprentissage 2021. On accueille sur 3 jours 700 jeunes qui ont candidaté pour rejoindre la ville de Marseille dans des dispositifs d'apprentissage. Ce sont des jeunes qui sont étudiants du CAP jusqu'au master et qui postulent pour des offres d'emploi que nous avons publiées, que ce soit dans les domaines de la petite enfance, des espaces verts, de la cuisine, ou de la transition écologique, de la comptabilité, de la communication, donc des domaines extrêmement divers. Nous recrutons cette année à la ville de Marseille 120 jeunes apprentis. Ce dispositif offre la possibilité d'alterner entre un enseignement théorique et une pratique professionnelle supervisée par un maître d'apprentissage qualifié. D'être avec la ville de Marseille, c'est très avantageux. Et ensuite d'avoir un diplôme d'un CAP petite enfance, c'est excellent puisque c'est très très important pour travailler avec les enfants, d'avoir un vrai diplôme compétent, on va dire. Ça va m'apporter un diplôme, un CAP. Et peut-être après une promesse d'embauche, un emploi quoi. Ils recrutent après. 12 conseillers en recrutement reçoivent 700 jeunes dans les conditions d'un entretien d'embauche. Nous coopérons avec la mission locale puisque nous avons eu énormément de candidatures, plus de 700. Et donc nous accueillons chaque jeune individuellement pour les auditionner, pour les rencontrer. Et la mission locale, elle est spécialisée dans le recrutement des jeunes et donc apporte tout son savoir-faire pour pouvoir accueillir tous ces jeunes un par un. La ville de Marseille compte renouveler cette nouvelle opération dès l'an prochain. Et puis cette bonne nouvelle à présent, un an. 7 mois après le passage de la tempête Alex dans les vallées des Alpes-Maritimes, la réouverture de la piscine du Vesubia Mountain Park, qui est un site emblématique dans la vallée de la Vésubie. Il avait été durement touché lors du passage de la tempête. La piscine était complètement hors de service. Elle aurait dû reprendre du service justement à la fin de l'année dernière, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Et aujourd'hui, ce sont des écoliers qui ont pu replonger à l'intérieur du bassin. Ce sont les premiers baigneurs donc à l'intérieur de ce bassin de l'année 2021. Claudia Olivier. Bonnet sur la tête, lunettes sur les yeux, les 23 élèves de l'école primaire de Saint-Jean-la-Rivière-du-Tel ont été les premiers à retrouver la piscine du Vesubia Mountain Park, 7 mois après le passage de la tempête Alex. Pour Andy et ses camarades, c'est un vrai plaisir de se jeter à l'eau. Ah bah c'est super. C'est mieux que de rester à l'école. Et en même temps, le Vesubia m'a tellement manqué. On n'a pas l'habitude, à la maison, on ne peut pas aller sous l'eau, alors que là, tu as les équipements exprès pour le faire. Du coup, ça fait du bien d'aller dans l'eau. Et pour Benjamin, maître nageur, c'est aussi un vrai soulagement de retrouver son environnement aquatique. Je crois que je nage comme une clé à molette maintenant. Non, ouais, c'est super agréable de retrouver un peu la vie, quoi. Un retour à la vie qui a mis du temps à arriver. En effet, la piscine devait être prête à rouvrir fin décembre, mais la situation sanitaire en a décidé autrement. Une grosse contrainte qui est le Covid en ce moment, donc on était bloqué par rapport à ça. Normalement, on aurait dû ouvrir aux scolaires dès que possible et enfin on est autorisé à le faire, donc c'est pour ça qu'on démarre cette semaine. Cette réouverture a été appuyée par le plan natation au pays, mis en place par le département des Alpes-Maritimes en 2016. Objectif, contribuer à résorber le retard du savoir nager constaté par l'éducation nationale. On sait qu'il y a malheureusement et souvent chez les jeunes des accidents terribles et donc plus les gestes sont maîtrisés, plus nos enfants sont également en sécurité.
Le 19 juin, la piscine ouvrira pour tous les publics et à partir du 5 juillet, durant toute la période estivale, le bassin ouvrira 7 jours sur 7. Chaque année, le Vesubia Mountain Park accueille 70 000 personnes. Et avant de rejoindre Charles Berling pour la fin de ce grand direct qui nous attend du côté de Château-Vallon, dans le Var, un mot de la 3e édition du Festival des Jardins dans les Alpes-Maritimes. Nous en parlions vendredi dernier avec Jean Mus, célèbre paysagiste qui est le porte-parole de l'événement. Le concours s'est déroulé ce week-end. Rassurez-vous, vous pourrez visiter ces 13 jardins éphémères encore pendant quelques jours. Le verdict a été rendu hier puisque 13 d'entre eux, 13 jardins étaient en compétition. Tout ça vous est résumé par Marie Justo. Le verdict est tombé ce dimanche. Le prix du jury a été décerné au jardin Complantation-Contemplation, un hommage aux artistes de l'Antiquité à nos jours, un jeu de connexion entre les plantes imaginées à la Villa Rothschild de Cannes. On est ému aussi parce qu'on a su créer cette émotion au sein du jury. Et pour nous, c'est ce qui est le plus important. Il s'est passé quelque chose et pour nous, c'est un peu merveilleux. Elle est plasticienne et moi archéologue. Alors moi, les jardins en archéologie, je les vois au microscope avec du matériel minuscule et fossilisé. Donc là, d'avoir l'occasion de créer quelque chose, et c'est Catherine qui m'entraîne avec elle dans son art. Cette 3e édition du Festival des Jardins a fait mouche. Pour rappel, 13 créations paysagères uniques et éphémères sont réparties sur 9 communes. Antibes-Juan-les-Pins, Cannes, Grasse, Nice, des jardins d'artistes qui ont séduit la marraine de l'événement, la comédienne Audrey Fleuron. J'ai fait une petite parenthèse enchantée dans mon quotidien et je repars boostée. Je pense qu'effectivement, après cette année dramatique, on a de plus en plus besoin de jardin et c'est vrai que c'est un espace de créativité fou et je vais piquer plein d'idées et je suis ravie. Malgré la crise sanitaire, le Festival des Jardins a attiré de nombreux curieux. Je vois le jury monter en puissance, je vois les concepteurs de plus en plus intéressés, je vois les jardiniers passionnés, je vois le public très intéressé, je vois les communes participantes de plus en plus nombreuses. Je me dis que c'est un succès. Si le concours est terminé, vous avez jusqu'au 9 juin prochain pour découvrir ces créations éphémères. Toutes les informations sont disponibles sur le site du département des Alpes-Maritimes. Voilà, plusieurs prix ont été décernés, dont le prix Green Deal, qui est une opération là aussi lancée par le département des Alpes-Maritimes. Vous avez donc encore quelques jours, évidemment, pour vous balader sur la Côte d'Azur et dans ces très beaux jardins de 200 mètres carrés chacun. Nous arrivons vers la dernière partie de ce grand direct, puisque nous attend notre deuxième invité. Nous prenons la direction du Var pour rejoindre le directeur de la scène nationale Château-Vallon Liberté. Bonsoir Charles Berling, merci de terminer cette émission avec nous en duplex depuis Château-Vallon, je crois que vous êtes à Château-Vallon là ce soir. Merci d'être là. On va évoquer avec vous quelques sujets importants, mais le principal, c'est qu'enfin la culture va pouvoir reprendre, enfin en tout cas dans sa version contact avec le public. C'est quand même un moment important, Charles Berling. Oui, c'est un moment tout à fait important, puisque en effet, vous l'avez dit, le mot contact est pas mal. Vous avez présentiel, mais on préfère convivialité, on préfère partage, et effectivement, on attend avec beaucoup d'impatience, toute l'équipe est prête pour accueillir un public le plus nombreux possible. Comment allez-vous vous organiser à partir du 19 au niveau des jauges et au niveau du contrôle, entre guillemets, des spectateurs ? Alors comme toute la société française et même je dirais au-delà, en Europe et dans le monde, c'est-à-dire comme vous le savez, à la fois on s'y attendait, en même temps les règles sont toujours en train de se construire, donc on va pouvoir terminer en tout cas la saison, disons ouvrir à partir de fin mai pour recevoir des spectacles qui étaient prévus également en juin, et disons ce qu'on a préparé déjà et ce qu'on espérait qui va advenir, c'est le festival d'été ici même à Château-Vallon. On ne voit pas que je suis à Château-Vallon parce que je suis avec un mur, mais il y a beaucoup de campagnes ici autour de moi. Mais donc c'est ça le festival d'été devrait avoir lieu. On a eu des contacts évidemment avec le ministère et ça semble maintenant,
possible, après avec des jauges qui vont être plus ou moins en accordéon. Alors avant de parler de l'avenir, un mot sur le passé. Regardez un peu dans le rétroviseur, vous vous êtes beaucoup démené avec votre équipe pour tenter de maintenir en vie les troupes, les comédiens, les techniciens en intervenant dans les écoles, notamment en tentant d'innover aussi durant cette crise sanitaire. L'artiste que vous êtes, qu'en retire-t-il de ces 1 an? Est-ce que vous diriez que vous avez appris à être encore plus agile? Disons que c'est une période qui nous a fait, où on se pose toujours, d'ailleurs on s'est posé beaucoup de questions, toute l'équipe a été extrêmement chahutée, mais on a quand même, moi en tant qu'artiste j'ai vécu disons des projets qui s'arrêtent, des projets qui se retrouvent tous un petit peu en même temps, donc je mesure surtout pour la jeune génération, je dirais la fragilité de ce métier, encore plus qu'avant. Je crois qu'on comprend à quel point l'art dans une société a une place qui n'est pas toujours facile. Après, en tant que directeur et avec toute l'équipe, disons, on est une institution, on a la chance d'être pour l'instant soutenu par les tutelles, donc ça permet, et ça nous donne un devoir, ça nous donne une sorte de mission, c'est-à-dire de défendre les artistes, les intermittents, les techniciens, tous ceux qui dépendent de nous et qui sont extrêmement fragiles. Donc on a vu une période qui a, mais je dirais comme beaucoup de monde dans la société en général. Et évidemment, je ne parle pas des gens qui ont été durement et directement affectés par la maladie. Donc je salue encore une fois, parce qu'on ne le fera jamais assez, bien tous les soignants, tous ceux qui ont été en première ligne avec ce virus qui a sévèrement attaqué la société. Mais disons que nous, ça a profondément déstabilisé beaucoup de choses. Et donc, il s'agit maintenant de travailler à retrouver un équilibre, je dirais même pour l'instant encore avec le virus. Donc, on prépare le festival d'été et la fin de saison avec beaucoup de passion, mais en sachant que, bien, on va être extrêmement responsable, comme on l'a toujours dit d'ailleurs, pour protéger les gens qui viennent dans ces lieux culturels, c'est évident. Donc on a des procédés, des processus, des protocoles sanitaires extrêmement maintenant rodés, puisqu'on a beaucoup travaillé pendant ce Covid, parce qu'il a fallu préparer, soutenir, faire des résidences. Moi-même, je suis en tournage aussi en ce moment en Bretagne. Les tournages ne se sont pas arrêtés. Après, il y a des tests PCR tout le temps. On essaye de contrôler au maximum la situation. Est-ce que vous allez rouvrir, vous, et proposer dès le 19 mai une programmation quasi normale, parce que la jauge, normalement, ne devrait pas excéder les 35%. Il y a toujours l'histoire du couvre-feu qui est quand même embêtant, hein, parce que si on ne peut pas aller au théâtre après 19h, ça reste compliqué. C'est-à-dire, vous l'avez dit, c'est-à-dire, je pense qu'il va y avoir un retour progressif, et donc ça ne va pas commencer le 19 mai, parce que le 19 mai, ce n'était pas possible, on n'avait pas de spectacle à ce moment-là. Le 25 mai, ça va commencer. On va avoir des spectacles qui vont se faire, mais je dirais que, comme on l'entend, comme tout le monde l'entend, c'est-à-dire qu'il va y avoir des jauges qui vont pouvoir être de plus en plus grandes, et ensuite, il va y avoir le couvre-feu qui va changer, puisqu'on va passer là on est à 19h, on va passer à 21h, puis à 23h, donc nous on a évidemment adapté nos horaires à ces couvre-feux, enfin encore une fois à ces règles sanitaires que l'on s'attache à respecter, mais nous disons, ce qui est un grand soulagement, c'est qu'on va pouvoir retrouver les chemins du partage et de la rencontre avec le public. Parce que ça ne sert à rien pour des acteurs, pour des actrices, pour des équipes en général de fabriquer des choses qui ne sont pas destinées. Or, notre métier, au fond, c'est un métier de parole, c'est un métier non pas de communication, mais c'est un métier de partage avec les gens. Et donc,
c'est une grande joie, c'est un grand plaisir, c'est un grand soulagement de voir que malgré le virus qui est toujours là, eh bien, on s'adapte avec des protocoles sanitaires et qu'on peut retrouver les chemins de notre activité. Alors, je vais vous demander dans quelques instants de nous faire envie avec un petit bout de la programmation de l'été, mais avant cela, qu'est-ce que vous attendez, par exemple, des concerts tests qui sont prévus à la fin du mois de mai? Il y en aura un à Marseille, notamment, avec a priori le groupe IAM. Est-ce que ça va vous donner aussi des indications sur ce qu'il sera possible de faire dans un avenir très proche? Oui et non, parce que nous, on sera pas à plus de 1000, donc on ne dépendra pas des conditions du pass sanitaire. Donc, mais on regarde toujours avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le monde de la culture et ce qui peut permettre de vivre avec le virus et de continuer avec le virus à partager nos spectacles et nos activités. Donc, si vous voulez, je dirais que pour nous, c'est d'abord... Ce qui est d'abord essentiel, c'est de considérer ces conditions, mais ensuite, c'est de pouvoir développer l'activité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la programmation de l'été? J'ai envie qu'on se donne envie, justement, parce que ça y est, on va passer dans une période un petit peu plus positive où on va pouvoir retourner sur nos terrasses de restaurants, refréquenter les lieux de culture, les cinémas aussi qui ont beaucoup souffert. Donc du coup, voilà, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu envie, l'eau à la bouche. Bon, avant même le festival d'été, il y aura des spectacles de Mathieu Touzé ou de Pauline Bell, qui sont des jeunes créateurs d'aujourd'hui et qui font des spectacles avec des troupes extrêmement vivantes. Et donc, Les Illusions perdues, par exemple, d'après Balzac, de Pauline Bell, à mon avis, ça va être un événement. Ce sont des spectacles qui étaient en gestation, qui ont un peu attendu, qui ensuite sont continués à être travaillés et qui maintenant sont plus que prêts. Donc, je crois qu'il va y avoir une grande joie de retrouver ces troupes. Après l'été, on va avoir Lisa Simone qui vient, il va y avoir Clément Maotakax avec un orchestre absolument sublime de jeunes musiciens classiques qui vont avec Fanny Ardant faire entendre des textes sublimes et des musiques parfaites. Je vais moi-même jouer dans l'amphithéâtre une pièce, un inédit de Pascal Rambert, un grand auteur qui vient de Nice d'ailleurs, français, Pascal Rambert, qui est joué dans le monde entier et qui a écrit une pièce où je vais le produire avec Stanislas Nordet. Il y a aussi Simon Abkarian qui a pris une grande forme, c'est-à-dire on va retrouver la joie aussi d'avoir des grandes troupes sur le plateau de l'amphithéâtre. Et évidemment, à Château-Vallon, c'est un lieu propice pour jouer un peu partout. Là, je regarde du coin de l'œil parce que je vois par la fenêtre les pins là, qui sont un peu plus loin. Et donc, on va avoir des tas de formes tout à fait formidable à l'intérieur même de notre parc, parce qu'on cherche donc ça s'appelle, enfin, il y a des tas de... Voilà, je ne vais pas vous détailler, mais j'invite le public à aller voir dès très vite. Je crois que c'est en ligne déjà parce qu'on l'a présenté il y a quelques jours, la saison, elle est particulièrement alléchante. Évidemment, vous pouvez imaginer qu'on a même fait une programmation encore plus riche que d'habitude. Je voudrais qu'on termine cet entretien avec des questions un peu plus personnelles. Alors rassurez-vous, on restera évidemment dans les limites de l'intime, mais j'aimerais savoir comment vous vivez cette période de pré-réouverture. Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous avez hâte d'en découdre comme un sportif aurait hâte de disputer sa finale? J'ai hâte de retrouver le chemin d'une rencontre forte, vivante avec du public. Parce que c'est vrai que ça fait... on avait à la rentrée en septembre, octobre, je jouais dans Les Parents Terribles. En même temps, nous, avec toute l'équipe, on ouvrait la saison. On avait le sentiment qu'on allait retrouver les chemins justement de cette rencontre qui est souvent puissante avec le public, des artistes. Bon, et c'est vrai que comme ça s'est arrêté... ça a été un peu un coitus interruptus, n'est-ce pas? Donc moi, je souhaite, je sens que même si je n'ai pas arrêté, parce que les tournages vont continuer, donc je n'ai pas arrêté de jouer de fait, mais cette proximité qui est au combien humain, n'est-ce pas, est nécessaire, eh bien
oui, nous avons très hâte de la retrouver. Vous avez dit que les tournages ne s'étaient pas interrompus. Vous tournez actuellement. Qu'est-ce que ça change sur les tournages, Charles Berling, la crise sanitaire? On fait très attention au protocole, on porte le masque entre les prises? Oui, c'est ce qu'on a fait déjà ici dans les théâtres ou dans les répétitions. Eh bien, ça veut dire qu'il y a des tests PCR extrêmement réguliers, que toute personne qui est testée positive, à ce moment-là, elle va se reposer pendant 15 jours et elle revient ensuite. Ça veut dire que tout le monde est extrêmement prudent pour ne pas faire. C'est ce qu'on a revendiqué depuis le début. Non, nous ne sommes pas des lieux de cluster. C'est pas là qu'il va y avoir des foyers d'épidémie. Et c'est très important, y compris sur les tournages, parce que tout le monde a conscience. Là, on fait un tournage de 3 mois. C'est une grosse production pour France Télévisions. Si jamais, tout d'un coup, il y a 3 acteurs qui sont victimes du Covid, tout s'arrête, n'est-ce pas? Et donc, ça va être extrêmement difficile de continuer. Ça peut s'arrêter. Donc, tout le monde a conscience de ça. Moi, j'ai vu des productions de théâtre ou même des films s'arrêter. Donc, ça responsabilise beaucoup. C'est pour ça que depuis le début, je dis que le monde de la culture est un monde qui est extrêmement responsable, extrêmement conscient, n'est-ce pas, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et avec ce virus. Je pense que ce qui peut donner de la joie, ce qui peut donner du sens à nos vies aujourd'hui, c'est de ne pas simplement se dire qu'on va tout recommencer comme avant, mais de se dire qu'il faut travailler à construire un monde justement où il va y avoir, on va tenir compte de ce qui vient de nous arriver, et on va essayer de penser un peu mieux le monde. En ce moment, on travaille sur des textes d'Hannah Arendt qui ont été écrits dans les années 50, au XXe siècle, et je vous assure qu'ils sont extrêmement beaux et porteurs d'espoir, parce qu'il nous faut mieux penser les choses et les penser ensemble, les penser en ayant confiance les uns avec les autres. Il ne faut pas que ça soit l'objet, que cette pandémie, que cette épidémie, eh bien, nous détruise et nous divise les uns les autres. La dernière question que je vais vous poser, et après je vous libère, Charles Berling, elle concerne l'économie de la culture. Évidemment, les mouvements sociaux, les voix qui se sont élevées, c'est parce que la culture est aussi un pilier de notre économie. Est-ce que vous êtes suffisamment aidé? On parle beaucoup de l'aide aux acteurs économiques, aux commerçants, etc., mais peu finalement au monde de la culture. Est-ce que les aides vont se poursuivre? Et est-ce que vous avez vu du dégât chez les intermittents, chez les boîtes de production, les compagnies, etc., etc. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de dégâts, parce qu'il y a un certain nombre de compagnies, il y a des économies qui sont extrêmement fragiles et qui, non seulement maintenant, en subissent les conséquences, mais je pense que c'est quelque chose qui n'a pas fini de provoquer des séismes un peu partout. Mais je crois que la chose la plus importante à considérer, et ça peut valoir pour d'autres biens publics dans notre société, c'est que la culture n'est pas un produit comme les autres, ça n'est pas un commerce comme les autres, ça n'est pas seulement un produit de consommation, et surtout pas un produit de consommation, c'est autre chose. La culture construit l'âme, la spiritualité même d'un pays et de citoyens. Donc, pour moi, il est très important, et je crois qu'à certains moments, enfin moi-même j'ai pu élever la voix, parce que je crois que les politiques doivent comprendre que l'exception culturelle, c'est quelque chose qui n'est pas un vain mot. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument défendre. Donc, si vous voulez, oui, nous dépendons évidemment, nous aussi, d'un contexte économique. Mais il faut considérer, on l'a vu avec l'hôpital, on le voit avec d'autres biens publics, qu'il y a à l'intérieur de notre société, il est fondamental de ne pas considérer que seul le commerce, le mercantile, l'économique déterminent les choses et leurs valeurs. Donc, je crois qu'on est dans une société où il y a la valeur économique, si vous voulez, a pris beaucoup de place, et le fait de défendre une exception culturelle, d'ailleurs, ça vaut pour le cinéma, ça vaut pour le théâtre, ça vaut pour l'art en général, eh bien, ça me paraît être extrêmement important. Donc même et surtout dans des moments où il y a des crises aussi graves et aussi profondes, eh bien, il faut, je pense, se comprendre et comprendre que nous devons défendre des valeurs qui ne sont pas seulement des valeurs économiques.
Merci beaucoup Charles Berling d'avoir accepté cette invitation en direct ce soir dans cette émission. Je remercie également Thomas Bernabé qui était à vos côtés pour assurer ce duplex. Et à très bientôt donc sur les deux scènes de Château-Vallon et du Théâtre Liberté à Toulon. C'est un très bel été qui nous attend dès la fin du mois de mai. Merci Charles Berling, à bientôt. Merci à vous, merci. C'est la fin de ce Grand Direct, premier Grand Direct nouvelle formule. On se retrouve demain à 18h. Notez bien l'horaire, 18h, 19h. Merci à l'équipe qui, elle, n'a pas changé, fort heureusement. Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Fabrice Justo, Philippe Caudet et bien sûr Stéphanie Mossman. Passez une bonne soirée sur les antennes d'Azur TV. On se retrouve dès demain.